ou bonjour à tout le monde. Merci de vous être inscrit à ce webinaire et de participer à ce webinaire. Leader et manager, donner du sens, mais lequel? On a essayé on essaie de vous apporter des réponses concrètes à cette question fondamentale qui concerne tous les managers, quel que soit leur niveau. Donner du sens, pourquoi et comment. Donc, juste un rappel, si vous pouvez couper vos micros pendant la présentation, et ce webinaire sera enregistré et mis à disposition en replay sur le site de DVA Talent Développement. Qui sommes-nous? Donc, qui sommes-nous? Donc, je suis Alexandra Apostolescu, la directrice de Talent Développement. Je suis psychologue du travail et coach et je vais co-animer ces webinaires avec mes collègues, Aurélie Rézère et Nicole Prudhomme, en sachant que nous avons toutes, un parcours ressources humaines dans l'accompagnement des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle. Donc, DVA Talent Développement, donc notre métier, c'est l'accompagnement. Et c'est l'accompagnement du développement des collaborateurs et des managers de tout niveau hiérarchique tout au long de leur vie professionnelle. Pour cela, nous co-construisons avec chacun de nos clients des solutions sur mesure en puisant dans nos 4 piliers d'activité qui sont l'assessment center, la formation, le coaching et l'accompagnement humain des transformations. Des organisations qui sont en décroissance, mais dernièrement, on a beaucoup été sollicité par des organisations qui sont en croissance et c'est une transformation qui n'est pas facile non plus à mener. Alors, le menu d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vous avons préparé? Donc, on va commencer par cette quête de sens, toujours et encore, depuis que le monde existe. Donner du sens apparaît partout comme une solution à tout, comme une solution miracle. On va voir à quoi elle sert. Le sens, il nous a paru important de préciser de quoi parle-t-on pour savoir bien comment on oriente notre action en tant que leader ou manager. Donner du sens, pourquoi et comment. Et ensuite, comment DVA, Talent Développement, peut vous aider. Aurélie, on parle sans cesse du sens au travail, ça traverse toutes les générations. Qu'en est-il aujourd'hui de ce besoin de sens au travail? Merci Alexandra, j'en profite pour vous saluer tous. Alors effectivement, comme le dit Alexandra, le sens c'est un sujet en fait complexe qui anime les discussions depuis maintenant bien longtemps. On peut remonter aux philosophes. Donc c'est une question voilà, qui anime les débats, les discussions depuis bien des siècles. On souhaitait partager avec vous les résultats d'une enquête qui a été menée par Audencia et Jobs That Make Sense, dont les conclusions sont que 92% des actifs aujourd'hui s'interrogent sur le sens de leur activité professionnelle, ce qui est une proportion déjà très importante et qui est en fait encore plus forte chez les nouvelles générations. Donc cette quête de sens, c'est vraiment voilà, une question redondante et qui anime l'ensemble des personnes. Selon la même enquête, vous avez des données plus précises sur ce qu'ils peuvent mettre derrière. Donc, vous avez 57% des personnes interrogées qui, en fait, disent vouloir contribuer aux enjeux de la transition écologique et ou sociale. 53% des personnes qui ont besoin de se sentir utiles. 42% qui souhaitent appartenir à une organisation à impact positif sur la société ou la planète, et 37% qui mettent en avant le désir de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, en tout cas, ce qui joint toutes ces personnes, c'est qu'elles sont potentiellement fascinées par cette quête de sens. Et on peut dire aujourd'hui, avec les bouleversements que l'on connaît, que c'est une question qui est largement partagée par l'ensemble des collaborateurs et des managers. Alors, on avait envie de vous proposer, pour commencer, une petite question ouverte. Vous pouvez utiliser le chat, donc la partie conversation de Teams pour y répondre,
qu'est-ce qui, selon vous, donne du sens à votre travail? Si vous pouvez partager vos commentaires donc dans la partie conversation, s'il vous plaît. Alors, on a déjà des premiers retours, donc être utile, travailler pour un objectif commun, un but commun encore. Mon impact, le fait d'être utile aux autres, être utile également. On retrouve du coup des similitudes dans certaines réponses. Les valeurs, prônées et mises en place par l'entreprise. La mission de l'entreprise, le fait d'apporter de la valeur. Me reconnaître dans ce que je fais au quotidien. Être utile pour mes actionnaires épargnants. Alors, finalement, on pourrait continuer à élaborer sur cette question pendant bien longtemps. On a d'autres commentaires. Le fait de pouvoir être moi et de ne pas avoir besoin de mettre un masque au travail, partager les succès en équipe, ce qui nous inspire, apprendre. Alors, vous voyez que finalement, on a tous des réponses. On a tous des réponses différentes. Donc, le sens, c'est quelque chose qui est finalement très personnel et qui en même temps est un sujet pour nous tous. Il y a une croyance qui semble partagée, en tout cas, c'est l'importance de donner du sens. Alors, finalement, pourquoi, Nicole, est-ce que on a cette quête de sens aujourd'hui qui est largement partagée? Alors, donc, c'est très intéressant les réponses. Bonjour à tous, pardon. C'est très intéressant les réponses que vous avez données parce que en fait, elles sont toutes un peu là dans des réponses individuelles et collectives. Finalement, on a dans cette recherche de sens des besoins individuels autour de se sentir utile. En fait, se sentir utile, c'est aussi quelque part la reconnaissance, hein, autour de l'épanouissement personnel et du développement, en fait, du développement des compétences, du développement dans l'organisation. En fait, on a l'impression que avoir du sens, ça va nous permettre de nous épanouir et d'apporter de la créativité, que l'on va évoluer, mais aussi surtout que ça va apporter une vraie motivation. En fait, et on fait quand même, sans savoir le définir vraiment, un lien entre sens et motivation et engagement. Et puis, au-delà de ce côté individuel, on se dit que le sens, ça va nous permettre d'avoir un collectif autour des valeurs dont vous avez parlé et d'avoir aussi quelque chose qui va nous mener quelque part. Donc, ce sens, pourquoi c'est un peu tout ça, et vous l'avez dit. Et ce sens, finalement, comment, dans l'entreprise, chacun, et notamment les managers, parce que les managers sont en première ligne sur ce sujet, comment les managers qui y réfléchissent beaucoup vont-ils répondre à ce besoin exprimé par chacun? Et on le voit d'ailleurs, nous, dans les gens que l'on accompagne et qui nous disent dans les bilans, dans les coachings, dans les points carrière, je veux trouver du sens dans mon entreprise, autour du produit que l'entreprise vend. C'est vraiment, ça habite tout le monde. Et donc, le manager a souvent comme réponse dans l'entreprise de partager sa vision à moyen ou long terme en se disant, je vais donner de la perspective, ça va permettre aux gens de se retrouver, de communiquer, d'expliquer en quoi le travail de chacun est utile et quelle est la contribution. On fait le lien là, à ce moment-là, entre sens et contribution. Et pour ce faire, on va leur fixer des objectifs SMART, montrer leur impact,
montrer en quoi, en fait, ils sont responsabilisés et responsables du bon fonctionnement dans l'entreprise. Et ça va permettre aux managers de les reconnaître, de les valoriser et ainsi de leur proposer une montée en compétences. On a donc d'un côté le manager et de l'autre côté l'organisation qui aussi s'attache à avoir des réponses pour porter les collaborateurs dans ce sens, avec les services de QVCT qui réfléchissent à des accords, avec dans le management et l'organisation, la promotion de la culture feedback, en demandant avec des questionnaires, dans des enquêtes d'opinion, comment ça se passe avec le manager, quel est leur positionnement dans l'entreprise, comment ils se sentent. Et puis on aide aussi les managers à, finalement avoir une posture un peu différente qui leur permettra de développer les collaborateurs. Et donc, on a tout de suite aussi envie de dire de donner du sens. Pourtant, on voit aussi dans l'enquête Gallup qu'il y a aujourd'hui que 6% des salariés français qui s'affirment étant engagés au travail. Donc, c'est tout de même un peu surprenant. Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce qu'on se trompe de sujet? Est-ce qu'il y a d'autres apports? Eh bien, nous, on aimerait vous apporter les apports un peu sur l'approche neurocognitive et pour vous éclairer un peu différemment. Et ça, je vais proposer à Alexandra de nous en parler et de nous donner son point de vue. Merci Nicole. Il nous apparaît utile, avant de passer à des conseils concrets, de bien préciser les sens du mot sens pour savoir de quoi on parle réellement. Donc le sens a trois significations. Ça renvoie à la sensation, donc aux 5 sens. Quand je m'interroge sur le sens au travail, qu'est-ce que je me demande? Quelle est la sensation que j'en ai? Ça a un goût peut-être pas très mauvais de travailler dans son entreprise. Ça sent bon, donc ça fait appel aux 5 sens. Il y a la signification. Mon travail a une signification. Il veut dire quelque chose pour moi. Et quoi? Donc, vous voyez bien que ce quoi est strictement personnel. Donc, avec la meilleure volonté du management dans l'entreprise, c'est personnel. Ça a une signification personnelle. Et le troisième sens, c'est la direction ou le but. Mon travail a un direct. Est-ce que mon travail a une direction? Est-ce que mon travail a un but? Il va quelque part? Il va où? Donc, si le travail a un but, ça veut une direction, ça veut dire que le sens n'est pas là où je suis, que le sens est là où je veux aller. Un exemple, je suis jeune diplômée, je suis jeune comptable et le but de mon activité professionnelle, de ma carrière professionnelle, c'est de devenir responsable du service comptable de mon entreprise. Il y a donc un désir qu'on appelle aujourd'hui motivation. Donc, je désire ce que je n'ai pas. Donc, le jour où je deviens responsable du service comptable ou du département comptable, donc 5 ou 10 ans après, cela perd tout son sens. J'y suis, puisque j'y suis. Donc, je dois trouver un autre sens, je dois trouver un autre but. Et en plus de ça, de nombreuses études, si vous voulez, psychologie, j'ai envie de vous dire même philosophique, de nombreuses enquêtes montrent qu'on travaille toujours pour autre chose que le travail. Donc, que le travail n'est pas une fin en soi. Donc, c'est important de retenir ça parce que, quoi qu'on en dise, au-delà du discours convenu ou politiquement correct, on ne travaille pas
pour l'amour du travail des clients, des prestataires, du patron, des actionnaires de l'entreprise. On travaille pour être heureux. C'est ça, si vous voulez, notre objectif fondamental ou premier. On travaille pour être heureux, on travaille pour le bonheur que le travail permet. Pensez par exemple à un demandeur d'emploi de longue durée, il se dit « Ah, le jour où je trouverai un boulot, ça sera superbe. » Mais on travaille aussi pour le bonheur que l'on trouve dans ce que l'on fait tous les jours. Les missions, les tâches, les projets transversaux, toutes ces niches de plaisir et d'épanouissement que je trouve dans ce que je réalise au quotidien. Donc, dans ce contexte, quel est le rôle du manager? Une première réponse comme ça, spontanée, c'est que, et un premier conseil en même temps, il nous paraît important que le manager se concentre bien sur la définition de la direction et du but, à la fois individuel et collectif. Donner une direction claire. Donc, quel est l'objectif de notre équipe, de notre service? Quel chemin va-t-on emprunter pour atteindre cet objectif? Déjà, si le but et la direction sont clairs, je pense que c'est déjà une bonne chose. Nicole, il me semble que tu souhaitais partager avec nous les résultats d'une enquête très intéressante qui a été réalisée il y a 2 ans par l'Institut de neurocognitivisme, justement sur les facteurs et les freins d'engagement au travail, ce qui nous ramène bien évidemment à la notion de sens. Oui, je pense que vous allez être intéressé, surpris par ce que l'on va vous présenter sur cette étude. En fait, dans le sens au travail, on a des facteurs relationnels qui représentent 9%, mais en même temps que 9%. Or, on se rend compte, on se dit aussi, bah, finalement, pourtant on entend ça souvent, c'est l'ambiance au travail, c'est mes collègues qui font que, et l'étude montre que c'est 9% seulement des facteurs de sens. On a les facteurs organisationnels avec la notion de pouvoir-responsabilité qui représente 12%. La notion de pouvoir-responsabilité, c'est en fait, on ne peut avoir la responsabilité d'une tâche que si on a le pouvoir. Autrement dit, si on ne peut avoir la responsabilité d'une tâche que si on a aussi la signature sur cet élément-là. Sans ça, en fait, on est en désaccord et finalement en dissonance. Donc, cette notion d'accord entre le pouvoir et la responsabilité est conséquente tout de même à 12%. Et puis, chacun se dit avoir besoin d'informations, d'une bonne circulation. Le taux est de 9%. Les facteurs managériaux, en fait, on a besoin d'être écouté à 11%. Et pourtant, on se dit souvent, finalement, c'est intéressant, mon manager m'écoute ou ne m'écoute pas. Et on a l'impression que c'est fondamental. Or là, on se rend compte que c'est à 11%. Et besoin d'un dialogue ouvert, 9%. Ça, c'est pour le collectif. Et que nous reste-t-il en facteur individuel? En fait, il nous reste 47% de motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, quelle est-elle? En fait, ça signifie quoi dans une approche ANC? Je ne vais pas vous le dire tout de suite parce que je vais laisser Alexandra en parler un peu, mais aller plus loin, nous expliquer un petit peu ce que ça signifie. Donc, selon cette même étude, il y a 4 facteurs majeurs, si vous voulez, de sens, il y a 4 sources de sens majeurs. Donc, mon travail a du sens, à mes yeux, si mes motivations intrinsèques, primaires, profondes, sont nourries par mon travail. C'est de loin le premier facteur.
loin devant les autres. Mon travail a du sens aussi si mon manager sait bien gérer mes motivations intrinsèques par rapport aux tâches qu'il me confie. Ensuite, mon travail a du sens si j'ai le pouvoir de décision et d'action correspondant à mes responsabilités. Et in fine, mon travail a du sens à mes yeux si la qualité de relation entre collègues est bonne. De ces 4 facteurs, on voit bien que les 2 premiers, liés à la motivation intrinsèque, à ce désir intrinsèque, c'est de loin le premier facteur, la première source de sens. Ça veut dire que collaborateurs et managers doivent se concentrer en priorité sur ces motivations intrinsèques. Aurélie, est-ce que tu pourrais nous expliquer plus en détail le rôle du manager dans cette affaire de sens? Sur quoi doit-il se concentrer en priorité? Alors, vous l'avez entendu à travers ce qu'ont partagé Nicole et Alexandra, le sens, c'est avant tout une affaire personnelle. Donc, ça nous amène quand même à relativiser le rôle du manager aujourd'hui. C'est vrai qu'on a l'habitude de beaucoup demander au manager. En plus, on lui demande de donner la direction, de donner du feedback, de développer les équipes, d'embarquer, de recadrer quand quelque chose ne se passe pas bien et de donner du sens. Donc, ça nous paraît essentiel aujourd'hui que le manager se concentre en fait sur l'essentiel. Et donc, on s'interroge sur qu'est-ce qu'il peut faire concrètement par rapport à cette question du sens qui est, encore une fois, très personnelle. Alors, il a deux actions, on va dire, principales. D'une part, il peut agir sur les conditions de travail. Donc, son rôle va être de créer les conditions pour que les salariés aiment le travail qu'ils font. Donc, ça peut passer par effectivement les conditions de travail, l'ambiance, le sentiment d'utilité, le fait que la personne apprenne dans son métier, s'épanouisse, progresse, et le sentiment de travailler avec des valeurs personnelles. Et puis, son deuxième levier d'action qui nous paraît essentiel, c'est d'aider les personnes à comprendre leur motivation intrinsèque et puis également de les gérer en tant que manager, enfin les aider en tout cas à gérer leur motivation intrinsèque par rapport aux tâches confiées. Tout ça pour que, in fine, ils participent à ce que ces salariés soient heureux, trouvent du sens. Et un salarié heureux, en fait, c'est un salarié qui aime ce qu'il fait. Donc, c'est important de creuser peut-être cette notion de motivation intrinsèque parce que vous voyez qu'elle est clé. Et finalement, comment le manager peut-il aider les salariés à comprendre leur motivation intrinsèque alors qu'eux-mêmes n'en ont parfois pas conscience? Est-ce que, Nicole, tu peux nous éclairer sur cette notion de motivation intrinsèque? Alors, peut-être qu'il est utile de repréciser ce que ça veut dire pour nous la notion de motivation. Finalement, comment on les range, ces motivations? En fait, c'est être stratège, c'est être gestionnaire, c'est être novateur, participatif, compétiteur, animateur. En fait, voilà ce que c'est pour nous les motivations. Et lorsqu'elles sont intrinsèques, finalement, ça veut dire ce sont celles qui nous donnent de l'énergie. En fait, nos motivations intrinsèques nous donnent de l'énergie, nous ressourcent, on le fait pour le plaisir et contre vent et marée. En fait, c'est véritablement ce qui nous donne de la puissance, ce qui nous donne du plaisir et donc du sens. Et ces motivations intrinsèques, elles se forgent au début de notre vie, elles sont ancrées de façon inconditionnelle, récurrente, elles sont là. Finalement, c'est un peu notre colonne vertébrale et c'est là où l'on doit aller quand on est un peu en peine et qu'on se dit c'est un peu dur pour moi. Eh bien, nous, on utilise une expression pour retravailler ça, on se dit eh bien, on va ensemble essayer de rechercher le vent de nos primaires pour pouvoir nous ressourcer. Voilà ce que sont nos motivations intrinsèques. Les motivations
extrinsèques, aussi appelées secondaires, elles sont plus liées au résultat. En fait, et on les définit de la façon suivante: j'agis pour le plaisir d'obtenir le résultat ou de la reconnaissance. En fait, et donc elles sont plus fragiles entre guillemets, parce que si on n'obtient pas ce résultat ou cette reconnaissance, elles peuvent être source de stress, de démotivation ou d'ennui. Je peux prendre un exemple peut-être, quelqu'un dont les motivations intrinsèques sont d'être stratège, en fait, qui apprécie, dans son rôle finalement d'avoir, une vision, de réfléchir au moyen long terme, et qui, parce que la réalité de son poste est autre, et il a, en motivation extrinsèque le fait d'être gestionnaire, d'avoir le sens du résultat, de travailler plus sur du court terme et des tableaux Excel. En fait, il va le faire parce qu'il a le sens du résultat, mais si ça se passe pas tout à fait comme il l'entend, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se rendra compte que soit il se met en surmultiplié pour aller plus loin, pour faire plus et mieux, mais c'est énergivore, et donc ça va être source de stress, de démotivation ou finalement de perte de sens. Et on se rend compte que quand on demande aux gens quelles sont leurs motivations, finalement, ce sont souvent les motivations extrinsèques dont ils nous parlent. Parce que comme le disaient Aurélie et Alexandra, on ne sait pas trop comment les nommer et faire ce travail d'introspection. En fait, et donc on vous propose là, et Alexandra, je vais te passer la parole, de vous donner quelques éléments sur comment le manager peut aider le collaborateur à identifier ses motivations intrinsèques. En fait, le manager peut agir à 3 niveaux. Donc, sur l'axe personnel, donc par rapport à lui-même, sur l'axe individuel, avec chaque collaborateur, et puis sur l'axe collectif, avec l'ensemble de son équipe. Il nous paraît important que le manager lui-même fasse un travail d'introspection, qui se concentre sur lui-même et qu'il réfléchisse, qu'il identifie ses propres motivations intrinsèques. Pourquoi il est important? Parce que la motivation intrinsèque, on dit de la motivation intrinsèque qu'elle ne connaît pas l'effort. La notion d'effort, la notion de difficulté, la notion d'obstacle ne fait pas partie de l'ADN de la motivation intrinsèque. Elle est source d'énergie, de plaisir et de performance permanente. Une fois qu'il a identifié ses motivations intrinsèques, il est important aussi pour le manager d'identifier les contextes favorables à l'expression de ces motivations. Que ces contextes sont possibles ou pas dans sa fonction actuelle, ce n'est pas la question primordiale, c'est quels sont les contextes favorables pour moi. Après, il essaiera de se créer de niches dans son activité, de niches où il pourra exprimer ses motivations intrinsèques. Il est important aussi pour lui, comme je vous le disais, de mettre en lien ses motivations intrinsèques avec ce qui fait sens au travail pour lui. La réflexion, le travail avec les autres, l'organisation du service, la coordination des missions, la réflexion à moyen long terme, ainsi de suite. Ça va lui permettre aussi, à partir de ses motivations intrinsèques et des contextes où ces motivations peuvent s'exprimer pleinement, de comprendre l'origine de ses attitudes adaptées ou inadaptées par rapport à telle ou telle situation pour pouvoir s'y préparer, de préférence les éviter ou les contourner en trouvant d'autres manières d'agir ou de faire. Donc, une fois qu'il a fait ce travail personnel sur lui-même,
nous lui conseillons vivement de se pencher sur chacun de ses collaborateurs. Donc, comment? Donc, il y a le questionnement ouvrant. Donc, le questionnement ouvrant, donc il y a dans ouvrant, il y a ouvert, donc il y a la question ouverte, mais c'est un questionnement ouvrant. Pourquoi? Parce qu'il ouvre vers la réflexion, il ouvre l'autre vers une autre compréhension ou une compréhension profonde de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Et on parle bien d'un cheminement parce que le plus souvent, dans nos entretiens, que ce soit de recrutement, les entretiens annuels ou les entretiens de promotion, on se contente de nous poser la question par manque de temps, qu'est-ce que tu aimes faire? Et c'est là qu'on va sortir nos motivations plutôt extrinsèques et intrinsèques. Donc, je vous conseille de ne pas vous arrêter à cette première question et de l'approfondir parce que c'est vraiment, on va aider l'autre à cheminer dans sa réflexion. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te ressource quand tu es fatigué? Qu'est-ce que tu fais de manière spontanée, sans te demander pourquoi tu le fais? Vous voyez, c'est des questions qui ouvrent vers autre chose. En quoi cette activité te plaît-elle? Depuis quand? Comment te sens-tu lorsque tu la pratiques? Pour quelles raisons ressens-tu cela? Donc, comment tu te sens lorsque tu la pratiques? Vous voyez, on est sur la partie émotionnelle. Pour quelles raisons ressens-tu cela? On est plus sur la partie cognitive, sur vraiment le rationnel. A contrario, on peut lui demander aussi, pour l'aider à aller encore plus loin dans sa réflexion, comment te sens-tu lorsque tu échoues? Comment réagis-tu quand cette activité se solde par un échec? Combien de temps te faut-il pour rebondir dans ce cas? Ces trois dernières questions sont importantes parce que on vous a dit, la motivation intrinsèque ne connaît pas l'effort, ne connaît pas l'échec, ne connaît pas la fatigue. Elle est bondissante, elle rebondit chaque fois. Donc, c'est aussi en fonction des réponses de votre collaborateur de challenger de manière constructive. Bien évidemment, lui laisser, on a aligné comme ça ces questions l'une après l'autre pour les besoins du webinaire, mais il est important que d'une question à l'autre, vous laissez du temps à l'autre de réfléchir parce que c'est des questions surprenantes. Prenez un quart d'heure et posez-les-vous à vous-même et vous allez voir que les réponses vont pas sortir comme ça de manière immédiate et spontanée. Donc, rien ne vous empêche aussi de compléter les réponses de votre collaborateur parce que vous observez au quotidien ses réactions face à telle ou telle mission, face à la complexité, face à l'incertitude, face à la routine, face à des tâches nouvelles et innovantes. Une fois que vous avez aidé votre collaborateur à faire la distinction entre les motivations intrinsèques et motivations extrinsèques, c'est important ensuite de co-réfléchir, de co-décider, de co-construire ensemble la suite, c'est-à-dire identifier ensemble les contextes favorables à l'expression des motivations primaires ou intrinsèques et les contextes qui font appel aux motivations secondaires. Dans un premier temps, sans tenir compte de la réalité de l'activité du collaborateur. Voilà le contexte favorable aux motivations primaires, voilà les contextes qui font appel aux motivations secondaires. Ensuite, ensemble, on va trouver un équilibre entre les besoins de l'organisation, les besoins du service, du département et les besoins des motivations primaires de mon collaborateur. Bien évidemment, il ne faut pas faire l'économie de encourager, soutenir, valoriser. Et surtout quand vous savez que vous avez confié des missions à votre collaborateur qui font appel à ces motivations secondaires ou extrinsèques, parce que s'il n'arrive pas au résultat attendu, il peut flancher à un moment donné, il peut se démotiver et il peut s'ennuyer. Et puis,
Il faut faire des points réguliers pour ajuster, recentrer, réorienter l'action de vos collaborateurs, toujours dans cet équilibre, besoin de l'organisation, objectif du service et motivation primaire. Il y a aussi ce qui est intéressant, on constate, nous, dans les relations que on a avec nos différents clients, que l'entretien, par exemple, annuel, dans certaines organisations, commence un peu à s'essouffler. Et il y a les managers, il y a les RH qui essayent de lui donner un nouveau souffle pour que ça apporte quelque chose de différent ou de nouveau aux collaborateurs et aux managers et bien évidemment aux actions d'accompagnement que les ressources humaines vont mettre en place par la suite. Et peut-être que ça serait intéressant lors de cet entretien annuel de se concentrer sur les motivations primaires et les motivations secondaires du collaborateur, justement pour faire un point régulier entre ce que j'aime faire, ce qui me ressource, et ce que je dois faire parce que l'objectif de l'organisation. Donc, Aurélie, qu'est-ce que le manager peut faire en matière d'approche collective, approche motivationnelle collective? Alors effectivement, c'est le dernier axe qu'on souhaitait vous présenter parce que souvenez-vous, dans ce que Alexandra a présenté tout à l'heure, le sens mon travail a aussi du sens parce que la qualité des relations avec mes collègues est bonne. Donc, le rôle du manager ici, ça va être finalement d'optimiser les relations au sein de l'équipe. Comment? Déjà en repérant les profils qui vont être compatibles et de comprendre l'origine de ces relations d'entente, de partage. À l'inverse, également repérer les profils qui là sont incompatibles et de comprendre les raisons de cette absence de relations saines, fructueuses et éventuellement tendues. Donc, les relations au sein de l'équipe, le manager va pouvoir mettre en lien les profils qui sont compatibles. Ça, c'est un petit peu la solution économique, facile, parce que ça se passe déjà bien entre ces personnes. De sensibiliser aussi les membres de son équipe à leur profil motivationnel, à ce qu'ils apprécient ou non chez les autres, parce qu'on peut tous avoir ce qu'on appelle des irritants. Donc, qu'est-ce qui va les irriter chez les autres? Donc, qu'ils soient bien au fait de ces éléments-là, qu'ils les comprennent et qu'ils comprennent ce que ça génère chez eux. Qu'ils puissent aussi peut-être comprendre les profils motivationnels de leurs collègues, pour aussi développer l'empathie, la compréhension mutuelle au sein de l'équipe, factualiser et expliquer les manques d'affinité. Effectivement, ça ne sert à rien de mettre les choses sous le tapis. L'essentiel, c'est de les comprendre pour trouver des solutions finalement. Et enfin, de travailler ensemble, donc le manager et les membres de l'équipe, sur les zones de compatibilité ou d'incompatibilité pour surmonter ces difficultés. Donc, il y a aussi un rôle du manager finalement de faire comme une cartographie, si vous voulez, des motivations au sein de l'équipe et de trouver la façon dont il peut harmoniser tout ça. Alors, on voit que finalement, le rôle du manager, on le disait tout à l'heure, il faut qu'il se concentre sur l'essentiel, mais ça reste un rôle difficile qui peut nécessiter aussi un accompagnement dans cette démarche qui n'est pas commune finalement pour eux. Est-ce que, Alexandra, tu peux peut-être nous expliquer aussi comment nous, DVA, on peut vous accompagner sur ces thématiques? Merci Aurélie. Donc déjà, il nous paraît intéressant de sensibiliser, si vous voulez, les collaborateurs et les managers à cette notion de motivation primaire et secondaire, parce que c'est hyper important que chacun d'entre nous, que l'on soit manager ou pas, directeur ou pas, que chacun d'entre nous, si vous voulez, réfléchisse à qu'est-ce qui me motive réellement. Comme Nicole le disait, la motivation primaire est notre colonne vertébrale. Elle donne de la couleur à notre personnalité, à nos comportements. Et c'est en cela qu'elle est hyper importante. Après, il est important aussi d'aider les personnes, les managers ou les collaborateurs, à comment j'identifie
ces motivations primaires, comment j'identifie mes motivations secondaires. Et puis, quelle est la valeur ajoutée de ces motivations primaires? Et quelles sont les précautions à prendre? Parce que ce n'est pas parce que vous avez identifié vos motivations primaires que vous essayez de faciliter à votre collaborateur l'expression de ces motivations au quotidien que tout va être réglé. Ensuite, on peut vous proposer aussi de passer un questionnaire de l'Institut de neurocognitivisme qui s'appelle le profil INC. C'est un questionnaire de motivation qui va nous apporter des informations, quelles sont nos motivations primaires, quelles sont nos motivations secondaires, quels sont nos irritants, comme disait Aurélie, qu'est-ce qui nous met en difficulté, qu'est-ce qui nous stresse, quelles sont les sources pour nous de hyper-implication. C'est important de le savoir parce que si on a beaucoup de sources de hyper-implication, donc on est dans la motivation secondaire plus pour atteindre les résultats, il y a un peu le risque de burn-out ou de bore-out. Une fois qu'on a passé ce profil Inc., on peut vous faire une restitution individuelle, on peut cheminer avec vous justement pour que vous arriviez à bien comprendre vos motivations primaires et secondaires. Et bien évidemment, ensuite, on peut faire une restitution collective si on le passe à l'ensemble de votre équipe avec une carte des motivations de l'équipe avec des jeux qui vont permettre aux personnes elles-mêmes d'identifier quels sont les profils compatibles, quels sont les profils incompatibles et comment je fais quand je me trouve face à un profil incompatible, comment je me protège, mais aussi comment je communique et comment je travaille différemment avec un profil incompatible. Et bien évidemment, ça nous mène après au coaching d'équipe où avec votre équipe, on va réfléchir comment mettre en lien des motivations identiques, comment les utiliser, comment utiliser la complémentarité des motivations primaires proches l'une de l'autre et comment va-t-on mettre au service du collectif, de l'équipe ou du service, des motivations différentes, voire opposées. Voilà rapidement comment on peut vous aider. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous en avez, n'hésitez pas à nous en faire part. On accepte toutes les questions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Il n'y a que des gens curieux. Les gens ils font des trucs. Il y a quelqu'un qui souhaite dire quelque chose ou je me trompe? Ah, Suzelle, merci Suzelle pour vos commentaires. Elle nous dit que c'était clair et intéressant. Merci beaucoup. Les slides pourront être mis à disposition. Mathieu, c'est toi qui... On peut l'envoyer. Si vous nous envoyez vos coordonnées, on peut vous les envoyer. Voilà. Sinon, dans une semaine, je vous rappelle, le webinaire sera en replay sur notre site DVA Talent Développement. Ah, des exemples concrets de motivation secondaire. Nicole. Je vais parler de moi, en fait. D'accord. Si tu veux bien. Donc, en motivation primaire, je suis philosophe et participative. Et donc, ça veut dire que pour me ressourcer, en fait, j'ai besoin des autres, je vais discuter et je vais partager. Et puis, en tant que consultante responsable de son résultat, je dois être gestionnaire, en fait. Et donc, ma motivation secondaire est donc gestionnaire. Et ce qui fait que je suis amenée à ce moment-là
à travailler sur les résultats, avoir une approche administrative, avoir une approche très méthode et chiffres. Et sans doute que j'en surajoute là-dessus parce que ça me demande beaucoup plus d'énergie, ça me stresse beaucoup plus. Inutile de vous dire que ça me démotive souvent. Et que, eh bien, voilà, c'est une motivation secondaire sur laquelle je surinvestis pour atteindre le résultat. Et au bout d'un moment, pouf, je retourne vers mes primaires en allant voir mes collègues pour dire et si on discutait de demain? Voilà un peu ce que c'est pour moi la différence entre une primaire et secondaire. En fait, pour compléter la réponse de Nicole, ce questionnaire Profilink, et on a 6 ou 8 types de motivation. Selon les personnes, la même motivation peut être primaire et l'autre peut être secondaire. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 collègues. Vous avez la première personne, sa motivation primaire, c'est stratège, c'est-à-dire coordonner, mettre du lien, donner une direction. Le deuxième, et sa motivation secondaire, c'est gestionnaire. Donc, ça veut dire que l'organisation, la planification, la méthode, c'est pas son truc. Il le fait, mais vous voyez, ça traîne des pieds par moment. Le collègue d'à côté, avec lequel il travaille tous les jours, a comme motivation primaire gestionnaire. Vous voyez? L'inverse. Donc, c'est quelqu'un de planifié, d'organisé, de méthodique, voilà. En revanche, sa motivation secondaire, là où il va devoir faire un effort, c'est stratège. Vous voyez? Et quand on vous parlait mettre en lien des profils complémentaires, il est évident que mettre à travailler ensemble un stratège avec un gestionnaire, mais c'est merveilleux. Alors qu'ils sont tous les deux gestionnaires et vous leur demandez d'être stratège, vous allez un peu galérer en tant que manager. C'est clair ce qu'on vous a répondu? Peut-être pour vous Absolument, merci beaucoup et c'est très éclairant. Pour vous partager un exemple vraiment très concret, je pense qu'il parlera à tous. Quelqu'un qui va avoir en motivation primaire, par exemple, la compétition. Donc, le profil compétiteur, c'est quelqu'un qui aime le challenge pour le fait de se dépasser, qui va le faire continuellement par amour du challenge. Quelqu'un qui est compétiteur en motivation secondaire, c'est quelqu'un qui va se dépasser, mais parce qu'il a envie d'être le meilleur, il a envie de gagner. Donc, la contrepartie, c'est que si, par exemple, il participe à une course et qu'il ne gagne pas la course, ça peut être source de démotivation pour lui. Parce qu'en fait, si on prend l'exemple de la course, il ne courait pas pour l'amour de courir, il courait en fait pour gagner. Donc, vous voyez là, il y a une contrepartie en fait sur la motivation secondaire lorsque on est en situation d'échec. D'autres questions? D'autres questions? T'es bien sur la version? Oui, je Oui, bonjour. Quels sont les types de motivation du coup? Vous avez parlé de 6 motivations principales. Ça ne va rien vous dire si on vous dit stratège, philosophe, gestionnaire, animateur participatif, parce que ce questionnaire, comme tous les questionnaires, a ses propres définitions. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est stratège, animateur, participatif, gestionnaire, philosophe, compétiteur. Vous voyez, mais si vous n'avez pas la définition sous les yeux, c'est pas forcément le sens qu'on attribue à ces mots tous les jours. De manière commune, d'accord. C'est ça, c'est ça. C'est comme tout questionnaire, vous voyez, ils mesurent des dimensions, mais qui ont leur propre définition. Avec des petites subtilités, je comprends. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, je vous en prie.
D'autres questions? Bon, juste en attendant que d'autres questions vous arrivent, nous vous conseillons vivement de regarder sur YouTube parce qu'on est à cette notion de sens, bonheur et motivation, les conférences de André Constanceville. C'est quelques 3 heures d'écoute, donc ça s'appelle Sens du travail, bonheur et motivation. Je vous assure que c'est un bonheur de l'écouter, c'est vraiment un bonheur. Et puis, on s'était dit, nous, on aime bien l'approche paradoxale, on aime bien commencer par un peu l'approche coiffée-décoiffée, donc le désengagement au travail, si ça vous tente de le lire, et puis la vérité sur ce qui nous motive. Mais les 2 pastilles de André Constanceville, c'est hyper intéressant. Vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le sens du travail d'un point de vue à la fois philosophique, psychologique et managérial. D'autres questions? On a encore 4 minutes selon ma montre, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui, Nawel, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. En fait, je l'ai mis ma question sur le chat. Donc, ma question, c'était, en définissant des profils comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de catégoriser les personnes? Parce que j'entends le côté bénéfique, effectivement, de créer peut-être des binômes intéressants, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque négatif, voilà, pour le collectif, quoi, de créer certaines affinités et pas d'autres? Enfin, je sais pas. Je trouve que ça catégorise un peu l'humain. En fait, il ne faut pas non plus donner une surpuissance à cette approche, en fait. Ouais. C'est déjà, si on arrivait à aller dans ce sens, c'est déjà très intéressant. Et je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est comme l'utilisation d'autres outils comme le MBTI ou autre, où on dirait on ne peut pas mettre tous les ENFP ensemble. Tout. Mais là, cette approche, elle est subtile et complexe. Et c'est aussi un cheminement. Donc, on ne courra pas trop ce risque-là, je pense, mais on réussira seulement à tendre vers. Je ne sais pas ce que vous pourriez ajouter les filles, mais il me semble que c'est ça, quoi. Ce sont des points, des repères. Oui. C'est pas l'objectif, c'est pas d'enfermer les personnes dans un type d'activité, dans un type de relation, de faire toujours travailler ensemble les mêmes personnes. L'objectif, c'est de les faire réfléchir autrement à elles-mêmes, aux autres, d'accepter différemment la complémentarité et la différence de l'autre. Tel ou tel comportement m'irrite. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? C'est pas forcément la faute de l'autre. Ça m'irrite, tel ou tel, je sais pas, les stratèges m'irritent, les animateurs m'irritent. Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Comment j'essaye de comprendre ce qui m'arrive et comment j'ose aussi leur en parler? Vous voyez, en fait, c'est ça, ça crée un autre type de communication à condition que j'ai envie. Et puis, voilà notre ambition. Et puis, les motivations ne sont pas rattachées à des fonctions complètement, en fait. Oui. Parce que dans chaque fonction, on a une partie, on le disait tout à l'heure, en fait, dans chaque fonction, on a une partie compétiteur, on a une partie animateur ou stratège. C'est pas rattaché à des postes ou à des tâches. Donc, c'est au-delà de ça, et on est donc plus sur le comment que sur le quoi. Ok. Merci. Merci à vous pour votre question. Mathieu, est-ce qu'il y a d'autres questions qui ont été posées sur le chat? Je remonte.
Peut-on faire des liens entre les motivations intrinsèques et extrinsèques et notre profil MBTI? C'est Florida. Ça mesure des choses différentes. Donc, on pourrait, mais c'est à voir au cas par cas, si vous voulez. C'est-à-dire, idéalement, on vous passerait un BTI et un profiling. Et ensemble, on cheminera pour trouver des liens, mais ce seront vos liens, les liens que vous aurez trouvés, que vous aurez faits entre telle et telle dimension du MBTI et tel ou tel type de motivation primaire ou secondaire. Vous voyez, c'est vraiment un cheminement personnalisé. On ne peut pas faire un tableau en disant les ENFP, c'est plutôt telle motivation primaire ou secondaire. On ne peut pas dire ça. C'est du cousu humain, si vous voulez. Mais c'est une question hyper intéressante et un travail intéressant à faire avec les personnes. D'autres questions? Il est 10h16. D'accord. On va vous envoyer les slides. On va vous envoyer les slides. Pas de problème, Nawel. Donc, il est 10h16. Je vous remercie pour votre participation. Je vous remercie pour les questions intéressantes que vous avez posées. Et si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Vous avez le site internet, vous avez nos coordonnées via LinkedIn, même notre mail. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui peuvent vous venir d'ici quelques jours. Et je pense que notre prochain rendez-vous, c'est au mois de mars. Et là, on vous prépare une belle surprise. Bonne journée à tous Merci à tous. et bonne réflexion. Merci à tous. Je vois les questions. Dans une semaine, le replay sera sur notre site DVA Talent Développement.